Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans Épicerie Fine. Cette semaine, je vous emmène dans le Ventoux Sud, un terroir bercé par le chant des cigales, et on se retrouve ensuite pour cuisiner ensemble. Au programme de cet épisode dans le Ventoux Sud, nous irons à la rencontre de l'équipe de la ferme de Gaec de la Bellimure qui élève des chèvres pour produire un fromage très local et de Julien et Camille Bessolo qui produisent du miel de lavande. Dans Histoire de, on remontera aux origines du blé avec le petit épeautre. Louis Bonnet nous emmènera ensuite en randonnée jusqu'à la fameuse fontaine de Vaucluse. On finira avec le guide hédoniste et bien sûr la recette de Guy Martin, un filet de rouget ratatouille et sauce vierge. Et on commence tout de suite par itinéraire paysan. Le mont Ventoux est connu pour son sommet rocailleux dominant les forêts de chênes verts. Le terroir du Ventoux Sud offre des paysages calcaires escarpés qui alternent avec des cultures de vignes et de lavande dans les vallées. Ces dernières produisent un riche nectar qui font le plaisir de Julien et Camille Bessolo, apiculteurs spécialisés dans le miel de lavande. L'autre production aux saveurs typiques de ce terroir est le fromage de chèvre. À Saint-Christol, le Gaec de la Bellimure se réveille avec les premières lueurs du jour. Oui, ça vient. Sur cette ferme de 85 hectares, il y a 2 troupeaux. Cela permet d'avoir du lait toute l'année. En cette période estivale, l'un des troupeaux est constitué de femelles gestantes. Elles profitent des pâturages dans les estives et ne produisent pas de lait. Ils sont 3 au sein de l'exploitation. C'est Laurent, le plus ancien, qui s'occupe de la traite des chèvres 2 fois par jour. Je me suis installé il y a 22 ans, 98, tout seul, juste en production laitière pour livrer à la fromagerie de Banon. En 2003, j'ai créé le Gaec avec Marc et on a continué comme ça jusqu'en 2015 où Anne est rentrée dans le Gaec et où on a commencé à mûrir un projet fromage. Récupérer un peu d'indépendance financière. Allez, hop, en bas. Se diversifier, mettre un peu de plus-value, créer un emploi supplémentaire au travers de l'arrivée d'Anne dans le Gaec. La star des fromages ici, c'est le Banon. Peu de producteurs fermiers en produisent encore. Les chèvres de race alpine chamoisée consomment principalement de la nourriture produite sur la ferme. On a le droit à 600 kg par chèvre et par an pour l'AOP Banon. On y est aux 600 kg, donc on en produit, bon an, mal an, 75 à 95%, et on achète ce qui manque, dans la zone AOP. C'est pas plus mal que l'été, il y a un petit troupeau parce qu'il n'y a rien à manger dehors, donc c'est un lait qui coûte presque aussi cher à produire que le lait d'hiver, puisqu'il faut donner du foin dedans. Là, on va les sortir, là, vous allez voir l'état du pâturage, c'est grillé. Elles sortent 1 heure ou 2, puis après elles mangent dedans. Allez! Une fois la traite terminée, c'est au tour de Anne de rentrer en scène. Elle récupère le lait encore chaud, gardé par Laurent après la traite, et l'emmène au laboratoire. C'est la première fabrication qu'on fait le matin, parce que ça doit être fait avec le lait le plus frais, le plus chaud possible. Le Banon est produit ici 1 jour sur 2, en petite quantité. Il faut d'abord acidifier le lait et le garder à température avant de l'emprésurer pour qu'il coagule. Sa confection demande de la minutie et beaucoup d'attention. Les propriétés physico-chimiques du lait changent énormément au cours de l'année. Et on a tout le temps besoin de s'adapter. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience va certainement être plus réactif et être à même de corriger quelque chose ou de voir tout de suite ce qu'il faut faire. Dès qu'on est sur de l'alimentaire ou un produit vivant, on est sans cesse en train de s'adapter. Donc là, c'est pas mal. Pour Anne, l'activité fromagère est en quelque sorte une découverte. Ayant eu une première carrière dans le secteur du tourisme, elle a su se faire de l'expérience rapidement grâce aux gestes qu'elle a pu apprendre dans sa famille. Mon frère est aussi chevrier, avec une autre race de chèvre rove, et il est aussi fromager. Voilà. Et ma maman avait des chèvres quand nous étions enfants, donc ça fait un petit moment déjà qu'on est avec la chèvre, quoi. Voilà. Ouais. C'est un peu un retour aux sources, quoi.
Traditionnellement, les feuilles de châtaignier qui entourent les bannons permettaient de maintenir les fromages moelleux et de les consommer même en hiver, à l'époque du tarissement des chèvres. Pour ce qui est du goût, les feuilles vont développer en plus des tanins qui vont se mêler à la croûte du fromage. Ce dernier sera affiné encore 10 jours avant la vente. Il représente ainsi le goût du terroir, mais aussi les traditions d'un savoir-faire. La production du bannon est apparue comme une évidence afin de répondre à une demande qui représente 10% des ventes sur la ferme. C'est une manière de sauvegarder un peu ce patrimoine, parce qu'on est quand même un nombre assez restreint de producteurs. On a assez peu de nouveaux producteurs qui s'installent, qui se lancent dans l'aventure. Certains parfois peuvent être découragés ou n'ont pas les moyens de mettre en place la fabrication. Et c'est vrai qu'il faut que nous veillions au niveau du syndicat à ce que des nouveaux arrivent et puissent maintenir la tradition. Si le châtaignier est roi dans les forêts du Ventoux Sud, dans les vallées, c'est la culture de lavandin qui domine. Destinée à la cosmétique et aux huiles essentielles, ces champs font le bonheur des abeilles. Au cœur de ces productions lavandières, le village de Roche-Giron accueille Julien et Camille Bessolo, spécialisés dans la production de miel de lavande. En cette période de fin de floraison, Julien fait la tournée des 900 ruches, étalées sur une centaine de kilomètres autour de la miellerie, pour vérifier que les abeilles ont bien recouvert de cire le miel et qu'il va pouvoir être récolté. Ce que je regarde, c'est que les cadres sont operculés. C'est-à-dire que les abeilles, par elles-mêmes, ont vérifié la teneur en eau du miel. Et si elles l'operculent alors qu'il y a trop d'humidité, il va le fermenter. Donc voilà, pour récolter un miel, il faut qu'il soit mûr, donc il faut qu'il soit operculé. On en prend un autre. Voilà, c'est operculé aussi, c'est magnifique. Vous voyez, on a de très beaux cadres de miel, bien gonflés. Cette saison 2020 a été relativement généreuse avec nous au niveau de la lavande. Et il faut penser à remercier nos abeilles. Plus les années passent, plus Julien et Camille affinent leur expertise et leur expérience avec les abeilles. Pourtant, au début, rien ne les prédestinait à travailler avec elles. Ce sont pour ainsi dire les abeilles qui sont venues les chercher. Simplement, un jour, on a installé, d'un point de vue esthétique, une boîte aux lettres en forme de ruche dans une ancienne ruche de réforme. Et puis, il y a un essaim d'abeilles qui est venu se loger dans l'été. Puis, on a eu une petite récolte de miel de lavande. Et puis voilà, on a attrapé le virus. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Et c'était une reconversion professionnelle. Donc on avait tous les deux un parcours scolaire axé sur l'agriculture et l'environnement. Et comme tout le monde, on a commencé par des petits boulots où on n'était pas forcément épanoui. Et puis on a fait d'un loisir, on en a fait une profession. Avant cette saison de récolte, Julien et Camille étaient occupés à déplacer leurs ruches. C'est la transhumance, une étape qui consiste à bouger les ruches parfois très loin pour offrir aux abeilles la meilleure ressource possible et de bonnes conditions de température. C'est une opération délicate qui se fait de nuit, mais qui est nécessaire. Nous, notre intérêt dans le but de transhumer, c'est que les ruches soient en ascension permanente jusqu'à fin juin, pour qu'elles aient une concentration d'abeilles le plus importante possible dans la ruche, c'est-à-dire à peu près 60-70 000 abeilles dans les ruches. C'est ce qui conditionne la récolte de la miellerie de lavande. On part de la Basse-Provence sur les spots romarins. On remonte après dans la vallée de la Durance, où généralement il y a des fleurs des prés, tout ça, de l'aubépine, pour après remonter progressivement sur nos emplacements lavande qui sont sur Balançol, entre autres. Il est temps pour Julien de rejoindre Camille dans la miellerie pour l'extraction du miel récolté. Cette année, ils sont équipés d'une nouvelle machine qui facilite le travail. La première étape consiste à désoperculer les cadres contenant le précieux nectar. La désoperculation, ça consiste en fait à enlever la pellicule de cire qui se trouve juste là, tac, voilà. Là, j'ai enlevé, j'ai désoperculé du miel. C'est un cadre, il y a pratiquement 3 kg de miel dedans. Le suivant est encore plus joli. Ça montre que l'apiculteur est arrivé un peu à la bourre pour poser la deuxième hausse. C'est une erreur d'apiculteur, mais bon, elles sont relativement tolérantes et elles savent compenser. Quand elles n'ont plus de place, elles chargent les cadres qu'elles ont. Si j'étais venu un petit peu plus tôt, il n'y aurait pas eu ça. Mais c'est pas grave, hein.
Je préfère voir ça que des cadres vides. Les cadres seront ensuite mis dans une centrifugeuse afin de séparer le miel. À ce moment-là, il n'est pas encore consommable. Lors de cette manipulation, le miel extrait contient de petits résidus de cire ou de pollen. Il sera donc filtré dans des cuves encore quelques jours afin que les résidus remontent en surface. À la fin de l'extraction, les apiculteurs vérifient l'état des cadres. Voilà, là on a un cadre de l'année. La couleur jaune, c'est la couleur de la feuille de cire qu'on a mis en amorce. Et après, les abeilles s'occupent de construire le cadre, de le bâtir pour pouvoir les remplir de miel. Voilà. Donc quand les cadres sont vieux, comme celui-ci, commencent à être un petit peu plus bruns, ben on les prend, on les fond. Il ressort uniquement le cadre en boîte. Et cette cire, on s'en sert pour faire des bougies. On ne la remet pas dans le circuit. Tout ce qu'on remet dans le circuit, c'est la cire d'opercule. La cire propre qu'on récupère à les résidus de désoperculation. C'est-à-dire c'est de la cire neuve que les abeilles ont fait en 2020. Une fois que le miel aura décanté, il pourra se conserver en fût pendant 6 mois. Ici, les fûts sont en inox, ainsi que toute la chaîne de production. Cela garantit au miel une grande qualité et a permis au couple d'obtenir un label rouge. Au GAEC de la Belle-et-Mure, c'est l'heure de la vente. Anne commercialise tout son fromage en direct sur la ferme ou sur les marchés. Sa petite production est en accord avec les valeurs qu'elle veut transmettre, des produits de qualité sous l'appellation fromage fermier. L'appellation fermier désigne vraiment un fromage qui est fait à la ferme avec du lait issu des chèvres de l'élevage. Voilà. Donc là, on s'engage aussi au niveau de l'alimentation, à fournir une alimentation de qualité, avoir une conduite la plus respectueuse possible au niveau de l'élevage, voilà. Pour garantir justement une qualité de produits pour les consommateurs. Voilà. On a le poivre noir, les ail et fines herbes, les herbes de Provence, et ça c'est un petit mélange, donc paprika, tomate, marjolaine. La vente à la ferme permet un lien privilégié avec les clients et avec un peu de chance, on peut même déguster les banons tout juste sortis de l'affinage. Avec un peu plus d'affinage, il va prendre un peu plus de couleur et il va y avoir un petit peu plus de caractère qui va se développer aussi. Hein, voilà. Bon, il faut quand même qu'il ait ce petit côté fondant. Hein. C'est pas... Il est fondant, il n'est pas piquant, il est très bon, très goûteux. Ouais. À Roche-Giron, c'est également l'heure de la dégustation pour quelques vacanciers de passage. L'occasion pour Julien et Camille de présenter leur miel de lavande, mais aussi d'autres mielés qu'ils peuvent récolter si les abeilles ont été productives au printemps. Il y a un assemblage qui est assez intéressant, c'est le fromage de chèvre frais avec le miel de Provence. Donc, le miel de Provence, c'est un miel qui est fait ici sur la commune de la Roche-Giron au mois de juin, juste avant la période des lavandes. Et pendant cette période, on ramasse un miel toute fleur. Donc dedans, il y a essentiellement du thym, il y a du miellat de chêne et après toutes les petites fleurs annexes qu'il y a un petit peu partout, quoi. Voilà. Au début de la mêlée de lavande, on fait le tour de toutes nos ruches. Et si il vient à avoir du miel, ben on échange les casiers, c'est-à-dire on lève la hausse de miel de Provence qu'il y a dedans, on en met une vide. Ça évite que les deux mielés se superposent et qu'on ait un miel de lavande, entre guillemets, pollué par un miel de Provence. Si on veut, par exemple, cette année, je pense qu'on va se présenter au concours général agricole, on va présenter un de nos miels, c'est éliminatoire direct. Il y a une palette de couleurs à respecter. Et si on est dedans, on passe à l'étape suivante. Si jamais il est teinté, paf, recalé. Baignés de soleil, les paysages du Ventoux Sud offrent des produits délicats aux véritables saveurs de ce terroir. Entre goût et tradition, Julien, Camille, Anne et Laurent savent transmettre leurs valeurs à travers leurs produits. Dans Histoire de, une vieille variété de céréales signe le renouveau du Ventoux Sud. Particulièrement bien adapté à son territoire, le petit épeautre de Haute-Provence est une céréale de la famille des graminées dont l'histoire se mêle à celle des civilisations méditerranéennes depuis des millénaires. Très consommé dans ces régions jusqu'à l'époque romaine, les premières traces de sa présence remontent à plus de 10 000 ans sur la façade occidentale de la Turquie contemporaine. Plus ancienne et primitive céréale sur le plan génétique, sa culture est remplacée au fil des siècles par celle du blé, plus productive et ne nécessitant pas le décortiquage difficile de l'enveloppe de ses grains.
Côté nutrition, cette céréale bénéficiant d'une indication géographique protégée depuis 2009 se caractériserait par un apport de 8 acides aminés essentiels, serait riche en protéines et pauvre en gluten. Entrant aussi bien dans la réalisation de plats salés que sucrés, le petit épeautre vous laissera ainsi tout le champ des possibles pour ravir le palais des grands comme des plus petits. Il n'est pas de culture sans une nature généreuse. Dans l'écologie en action, le patrimoine vivant s'ouvre sous les pas de Louis Bonnet, un guide passionné. Dans la région, les sentiers de randonnée ne manquent pas. Certains incontournables comme le Mont Ventoux ou les gorges de la Nesque font la richesse de ce terroir. Bien d'autres itinéraires méritent le détour. Louis est accompagnateur de moyenne montagne et aujourd'hui il accueille un groupe le long des sentiers de Fontaine de Vaucluse. Si l'excursion est tournée vers la nature, Louis apporte une multitude d'informations sur la manière dont l'homme l'a façonné au cours du temps. Vous avez ces murs en pierre sèche, donc des pierres brutes qui étaient ramassées par terre, souvent par les enfants dans les champs, puisque les parents gardaient les moutons et il fallait bien occuper les petits à l'époque où il n'y avait pas encore d'école. Et après, c'était utilisé pour faire les murs. L'objectif, c'était de terrasser pour pouvoir cultiver sur les terrains de montagne. Et ils ont fabriqué des restanques. Restanque, ça tient son nom du provençal, rester tanké. Et c'est la même base que la pétanque, puisque la pétanque, vous jouez depuis un point donné, et vous avez les pieds tankés, pétanque. Et ça, c'est restanque, reste tanké. Du coup, aujourd'hui, tout a été abandonné et laissé les restanques. Ah oui, vous avez l'exemple en dessous avec toute la forêt qui reprend ses droits, avec des arbres qui ont entre 60 et 80 ans. Ça vient du fait que ces terrains-là, comme c'était souvent pas très large sur chaque restanque, c'est difficilement mécanisable en tracteur. Et ancien temps, c'était des endroits où il y avait des pâturages pour les brebis et des oliveraies. La balade se poursuit vers une maison troglodyte construite il y a 2 siècles. Cette ancienne bergerie était en ruine. Un chantier de bénévoles l'a entièrement reconstruite dans les années 90. Donc ici, on est sur une zone qui a été complètement creusée à la main par l'homme pour pouvoir récolter l'eau de pluie qui perlait à travers la roche et qui devait sûrement s'infiltrer là le long. C'est une des caractéristiques qu'on retrouve ici dans le sud, puisqu'il n'y a quasiment aucune rivière dans tout le coin, parce que c'est un massif calcaire et l'eau s'infiltre. Et du coup, il fallait bien trouver des ruses pour récupérer l'eau. Louis met aussi un point d'honneur à expliquer la flore qui constitue le paysage. Pour lui, travailler en pleine nature implique de la respecter et donc de la connaître. Il y a le romarin. Ici, on se trouve dans l'écosystème méditerranéen de la garrigue, qui pousse uniquement sur les sols calcaires. Là, on a du romarin, là, on a du genêt scorpion parce qu'il fait que des pointes. Et en fait, chaque aiguille est une feuille. Et là, vous voyez le romarin, les feuilles, elles sont comme les aiguilles d'épée. Et c'est comme si la feuille, elle s'était repliée sur elle-même comme ça, pour faire comme une aiguille. Le fait que la surface des feuilles soit réduite, ça permet de limiter l'évaporation d'eau l'été. C'est pour ça que les conifères comme le pin ont des aiguilles, que le romarin a des feuilles qui ressemblent à des aiguilles, c'est pareil pour le thym, et que lui, il a carrément des épines, les feuilles sont des épines. Alors c'est d'une part pour limiter la perte d'eau, et c'est aussi pour éviter de se faire manger par les animaux sauvages ou même les moutons qui viennent ici l'été. En plus des sorties pour adultes, Louis organise des sorties avec des groupes scolaires. Lui-même enfant du pays, il souhaite transmettre son savoir aux jeunes générations. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de transmettre mon savoir, ce que je sais sur la nature, des petites choses sympas avec des petites anecdotes. Et c'est vrai que c'est vraiment le côté de transmission qui me plaît. C'est une autre façon de voir la randonnée ou de voir la nature. Et c'est vrai que généralement, quand j'amène des enfants, ils n'ont plus la même approche de la nature. Et vraiment, quand on fait par exemple une recherche de traces et indices de vie, après les enfants, quand ils vont retourner avec leurs parents, ils vont aller chercher les plumes d'oiseaux, les petites crottes d'animaux ou même les cônes qui sont rongés par les écureuils. Et c'est eux-mêmes qui vont montrer à leurs parents tout ce qu'on peut trouver, même à 2 pas d'un petit sentier ou d'une route. C'est vraiment essayer de leur inculquer une autre approche de tout ce qu'on a autour de nous.
La sortie se termine au cœur du village de Fontaine-de-Vaucluse. Bâti au pied des monts Vaucluse, il abrite une immense exurgence appelée le gouffre. Dans les sols calcaires, les eaux de pluie s'infiltrent pour créer d'immenses réseaux souterrains. Cette exurgence est en fait la seule issue des eaux du mont Ventoux, du massif des Baronnies et des monts de Vaucluse. Cette abondance d'eau est la plus grosse source de France. Elle donne naissance à la Sorgue, une rivière qui vient rompre l'absence d'eau sur les plateaux et arroser toute la plaine en contrebas. Plus qu'un accompagnateur, Louis mêle passion de la nature et pédagogie, une façon ludique de découvrir et de nous imprégner de notre environnement. Pour finir, voici quelques idées pour compléter cette découverte du Ventoux Sud. À Sceaux, au pied du mont Ventoux, la distillerie Aroma Plante vous plonge au cœur d'un produit phare de la région, la lavande. De la récolte à la transformation, elle se retrouve en huiles essentielles, eau florale et autres produits cosmétiques bio. Pour découvrir l'histoire et la culture de cette plante, participez à sa cueillette et à sa distillation. À Mormoiron, le château Pesquier jouit d'un microclimat favorable à la création du Ventoux, AOC depuis 1973. Avec une dizaine de cépages, la réputation de ces vins n'est plus à faire. Pour en savoir plus sur ce terroir, rendez-vous sur place ou visite guidée, activités et dégustations vous attendent. La commune de Lagarde-d'Apt abrite au sein du parc naturel régional du Luberon l'observatoire astronomique Sirène. À 1100 mètres d'altitude et avec un panorama à 360 degrés, explorez le ciel de jour ou de nuit dans un cadre naturel d'exception. Constellations, planètes et autres galaxies vous livrent tous leurs secrets. À Monnieu, c'est la truffe qui est à l'honneur à la ferme Le Viguier. Déjà recherché dans les années 50 dans le mont Ventoux, le savoir-faire s'est transmis jusqu'à aujourd'hui et les propriétaires actuels vous invitent à en découvrir toutes les facettes lors d'un séjour truffe tout en saveur, de la quête à la dégustation. Cette virée gourmande ne serait pas complète sans une visite dans les cuisines du chef Guy Martin. Aujourd'hui, je vous propose un filet de rouget, ratatouille, sauce vierge. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 rougets barbets de 400 g levés en filet par votre poissonnier, une aubergine, 2 courgettes, un oignon, un poivron rouge, un poivron jaune, 2 gousses d'ail, 3 tomates, 4 branches de thym, une pointe de safran, 6 feuilles de basilic, du sel, du poivre du moulin, huile d'olive. Pour la sauce vierge, un poivron rouge, une tomate, 2 petites échalotes, 30 g de pignons de pin, une pincée de piment d'Espelette, de la fleur de sel, une botte de cerfeuil, 50 centilitres d'huile d'olive. Désarrêtez les filets de rouget barbet. À défaut de rouget barbet, vous pouvez utiliser par exemple une dorade ou un rouget condin. Après avoir lavé tous les légumes, coupez l'aubergine et les poivrons en dés de 5 mm de côté. Coupez les courgettes en dés de 5 mm de côté en notant le cœur. Ciselez l'oignon. Coupez chaque gousse d'ail en deux et les dégermez. Mondez les tomates. Monder une tomate signifie de la plonger dans de l'eau bouillante et ensuite rapidement l'égoutter et la poser dans de l'eau très froide si possible avec des glaçons. Les couper en quartiers et enlever les pépins, les couper en dés de 5 mm de côté. Émincez finement le basilic. Dans une poêle avec de l'huile d'olive, faites revenir le poivron rouge en ajoutant une demi-gousse d'ail et une branche de thym. Assaisonnez. Laissez cuire 3 minutes et égouttez. Procédez ensuite de la même manière avec le poivron jaune, l'aubergine et les courgettes avec une demi-gousse d'ail et une branche de thym à chaque fois. Faites revenir l'oignon en ajoutant la pointe de safran. Enfin, faites revenir les tomates seules. Mélangez tous les légumes poêlés et ajoutez le basilic ciselé. Rectifiez l'assaisonnement. Réservez au chaud pour la sauce vierge. Émincez les échalotes, coupez le poivron rouge en petits dés, coupez la tomate en quartiers, ôtez les pépins et la coupez en petits dés. Concassez les pignons de pin, équeutez et hachez le cerfeuil. Assaisonnez de fleurs de sel et de piment d'Espelette. Ajoutez l'huile d'olive tout en mélangeant. Assaisonnez les rougets
Les poêler côté peau dans de l'huile d'olive bien chaude pendant 2 minutes. Il est important de cuire le rouget côté peau d'abord pour avoir un peu ce côté caramélisé, ce côté grillé, ce côté un peu plus ferme et en même temps, la chair va bien adhérer à la peau. Les flasher à la salamande ou les passer sous un grill bien chaud dans votre four. Pour le dressage, dans une assiette, cerclez au centre de la ratatouille et déposez les filets de rouget barbet dessus. Ajoutez la sauce cierge autour et un peu sur les rougets. Décorer et servir. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.